les projets 2022. On a commencé donc un nouveau DU où il y a cette année 5 étudiants pour le moment. Je pense que on est très content de les avoir. C'est un DU international puisque sur les 5, il y en a 3 qui sont d'Afrique, un d'Afrique du Nord et les 2 autres d'Afrique francophone, Gabon et Burkina Faso. Et donc, il y a un premier choix qui a été fait par Marie Audouin, donc qui est on est très heureux parce que je crois que ce sera la première urologue qui participe à ce DU. Elle est là avec nous et on va travailler avec elle sur les résultats du plasma enrichi en plaquettes dans le traitement de la maladie de la Peyronie avec le PRP seul. On avait publié une première étude de 90 cas associant PRP et acide hyaluronique. Et puis, un certain nombre de chercheurs se sont aperçus que peut-être c'était un peu antinomique, ou en tout cas la manière de le faire n'était pas convenable. Donc, on a décidé de faire une série avec PRP seul. Et là, on a une série très importante. Je n'ai pas encore colligé le nombre de cas, mais c'est plus d'une centaine, sans doute pas loin de 150, dont on va revoir les résultats et qu'on va étudier avec Marie, puisqu'elle elle est intéressée par le sujet. Tu veux faire un commentaire, Marie? Non. Et tu voilà. D'accord. Marie voit le nombre de patients augmenter. Aussi, oui. Elle est partie prenante puisque, en plus, elle est intéressée à travailler le sujet, mais surtout à travailler les malades avec le PRP. Donc, on est en train de mettre ça au point. Ensuite, il y a un sujet que je voudrais mettre en étude maintenant, c'est reprendre l'évaluation du PNOR dans une population sans dysfonction érectile, en séparant 2 groupes, un avec tabagisme et l'autre sans, puisque le tabagisme est le facteur de risque le plus fréquent chez les moins de 50 ans. Et donc, on voudrait inclure une centaine de volontaires minimum. J'ai interrogé Sandrine sur le sujet, elle dit qu'il faut au moins 100, avec un choix d'âge de 18 à 50 ans. Donc, c'est un appel au peuple. Si vous pouvez nous recruter, c'est ça. Ça sera très simple. Questionnaire sur EHS, matinale auto-stimulée ou activité sexuelle. Éliminer ou retarder les sujets sous IP2E5 avec au moins un washout de 72 heures, car on sait que très largement des gens qui n'ont pas de dysfonction érectile utilisent l'argamanu, les IPDE5, juste pour le confort. Donc, il faut penser à ça. Repos allongé de 15 minutes, prise de la tension artérielle et PNOR. Prérequis, consentement éclairé et déclaration à la CNIL. Il n'y a pas besoin de faire de dossier particulier. Et est-ce que vous avez des suggestions sur le recrutement? On va, en ce qui concerne les tabagiques, voir avec Roger si dans sa population de patients, il peut nous recruter, avec Véronique Fonteil également qui traite de l'addiction dans la région lyonnaise. On va voir ce qu'on peut faire et si vous avez des idées, comment recruter des volontaires pour cette étude, vous êtes les bienvenus. Voilà. Tu mets 100 DE et juste les tabagiques, mais on sait que c'est aussi altéré chez des. Pardon? Je dis le PNOR qui peut être altéré aussi chez les dyslipidémiques et les diabétiques, non? Donc juste.
Oui, mais là, tu mets juste tabagisme. J'ai Est-ce pas qu'il compris. est-ce qu'il faut enlever tous les facteurs de risque? Tu veux retirer les diabétiques, les hypercholestérolémiques, les hypertendus aussi, pour ne voir que Le tabac est normal, hein. Tabac et cannabis. Voilà. D'accord. Mais donc, il faut éliminer aussi… les diabétiques. mais pas diabétiques, Ok. pas hypertendus. Non, parce que ce sont des facteurs de risque tellement compliants avec le. Alors que le tabac met plus longtemps à faire des dégâts. Donc, s'il n'y a pas de dysfonction érectile chez un fumeur, ça sera intéressant de voir s'il va en avoir une ou pas. On pourrait inclure des hypertendus, etc., mais c'est compliqué parce qu'après, il y a les traitements. On n'aura pas une série homogène et on aura trop de cofacteurs. Donc, c'est un groupe tabagique et un groupe sans facteur. Sans rien. Sans rien, oui. Et tabagique sans rien d'autre. Et tabagique sans rien d'autre et sans dysfonction érectile. J'ai une petite question par rapport à ça. Après, je me demandais si on ne pouvait pas faire au même moment que la manœuvre, enfin que la mesure du PNORT, le faire aussi sur l'artère humérale avec la manœuvre d'hyperémie pour voir la dilatation de l'artère humérale éventuellement, un peu comme on le fait pour rechercher les vols de la vertébrale. Dans le sens où l'artère étant plus grosse, si on considère que la dysfonction endothéliale peut être une atteinte systémique, est-ce qu'il ne serait pas plus facile, si on réussit à corréler les deux, est-ce qu'on ne pourrait pas avoir une mesure plus simple sur des vaisseaux plus gros plutôt que de le faire sur des artères péniennes qui sont finalement de très petit calibre avec une marge d'erreur qui est avec des mesures très, très délicates sur le diamètre des artères. Donc, si on réussissait à corréler une atteinte systémique de la dysfonction endothéliale et donc une atteinte sur des artères de plus gros calibre, est-ce qu'on pourrait essayer de trouver des méthodes de mesure plus simples? Je ne sais pas si ça peut être une… Alors, premièrement… Je ne sais pas si je me suis fait bien comprendre, mais… Oui, non, j'ai très, très bien compris. Et il faut dire que l'idée du PNOR m'est venue de l'époque où je travaillais à Bruxelles. Donc, c'est pas… Enfin, le souvenir de l'époque où je travaillais à Bruxelles avec Michel Safar, qui était un des grands spécialistes de l'hypertension artérielle avec le groupe de Joël Ménard et Corbol. Et donc, j'ai fait ces tests sur le bras. Alors, il y a deux éléments. Il y a une machine qui existe et qui est développée dans le monde entier, que nous avons au cabinet et que vous pouvez éventuellement reprendre. Et après, il y a des coûts de fonctionnement. Et ce n'est pas sur l'artère humérale, mais c'est sur les artères digitales. C'est validé avec cette machine israélienne. Et j'ai fait cette étude déjà, Étienne, qui montrait que très probablement la dysfonction endothéliale pénienne précédait les dysfonctions endothéliales systémiques générales sur les plus gros vaisseaux. Et hier soir, nous avions un dîner de travail avec Ludovic Drouet, je ne sais pas si ça dit quelque chose à ceux qui sont autour de nous, et qui est un des éminents spécialistes de la microcirculation et de la thrombose, et qui nous a dit que c'était parfaitement pertinent et que c'était au niveau des petites artères qu'il fallait chercher les dysfonctions endothéliales débutantes. C'est ce qui nous intéresse dans le cas particulier, puisque ce que l'on veut démontrer, c'est que sans doute la dysfonction érectile, quand elle commence par une dysfonction endothéliale, et ça on a pas mal de sujets déjà qui n'ont rien d'autre qu'une dysfonction endothéliale, est un signe d'appel pour une maladie vasculaire qui va survenir dans les années à venir. Voilà. Il y a sur ce point ta question est très, très, très pertinente. Oui. Il y a un point technique, tu as raison, plus probablement reproductible au niveau des artères ou d'une artère du membre supérieur. Peut-être, alors, dans l'étude, mais donc la question, c'est vraiment l'hémodynamique pénienne qui est très, très particulière et qui est la première probablement altérée lors de l'exposition à un facteur de risque cardiovasculaire quel qu'il soit. Question, Ronald, dans l'étude de détermination des valeurs normales, est-ce que néanmoins, il y aura aussi pour chacun une mesure de la fonction endothéliale de l'avant-bras?
Théoriquement, là, je l'avais pas prévu. Je voulais pas la recommencer. C'est complexe. Enfin, c'est complexe. C'est un temps supplémentaire. Alors, compte tenu de la réflexion d'Étienne, compte tenu de ce qui est dit là, on peut très bien reprendre, soit en la comparant, mais ça avait déjà été fait, en comparant on a la machine pour, ou en le faisant simplement. À l'époque, moi, quand je travaillais au labo de Michel Safar, c'était sur la radiale, d'ailleurs. C'était pas sur l'humérale, c'était sur la radiale. On mettait le garrot au-dessus de l'avant-bras et on lâchait au bout de 5 minutes et on prenait la dilatation de l'artère radiale. Ça peut se penser, ça peut. Ce qui serait bien, peut-être, c'est de pas prendre la machine, non, ça au niveau du doigt, mais d'avoir la même. Non, mais je veux dire pourquoi je la prendrais pas, c'est le coût. On n'a pas de financement et il y a un coût. C'est 2 capteurs à chaque fois. Ils vendent ça. C'est très bien pour les universités américaines, mais c'est vrai que je recommencerai pas avec ça. Mais par contre, on peut le faire au niveau de l'avant-bras. On l'a fait suffisamment longtemps. C'est très simple. Il faudrait le faire exactement. Alors, il y a un timing. Est-ce qu'on le fait? On commence par quoi? Et il y a une détermination parce que l'autre question, Étienne, qui va se poser, c'est qu'est-ce qu'on relargue quand on lâche le garrot sur une artère radiale. Donc, il faut commencer nécessairement par le pénis, où on sait qu'on va pas relarguer grand-chose. Déjà, pour commencer, il y a le timing qui est important. Pourquoi pas? Ça peut s'inclure. Mais c'est pas si simple. C'est pas si simple, non. Ok, merci en tout cas. D'autres. Alors, quand même, aujourd'hui, ce qu'on peut dire, c'est qu'avec nos machines, mais même avec l'appareil portable de General Electric, le PNOR est fiable. Il est facile à réaliser et il est très rare qu'on ait un doute technique sur l'examen. Donc, sur des sujets normaux, je pense pas qu'on aura de. Donc, les chiffres que l'on a actuellement de classification du PNOR ont été établis à partir de séries importantes, publiées avec Hélène dans le journal des maladies vasculaires il y a quelques années, et dans Urologie américain, avec une classification entre sujets normaux, alors qu'on appelait normaux, parce que c'est des gens qui venaient consulter pour autre chose qu'une dysfonction érectile, soit des éjaculateurs prématurés, soit des courbures congénitales du pénis. Mais on pourra nous objecter qu'ils avaient déjà une érection pas normale. C'est pour ça que je veux absolument refaire cette étude dans des conditions de normalité, entre guillemets d'ailleurs, parce que sait-on jamais si c'est normal. Voilà. Une autre étude que je souhaite, qui est disponible pour un candidat voulant faire un travail, c'est la comparaison importante que nous avons induite et qui se monte maintenant à une centaine de cas, je crois. Hélène, on a combien de cas sur le test PAPA 40 mg, PG20 20 microgrammes? On doit être à 70, quelque chose comme ça. Voilà. Ou qu'est-ce qu'on a fait? On a voulu trouver un produit qui soit comparable au produit maison qui n'est pas disponible pour les raisons qu'on sait, c'est-à-dire absence de possibilité d'autorisation officielle de mise sur le marché, qui est notre Séritine 2002, qui est un produit de base auquel on ajoute de l'alprostadil, et comparé à quelque chose que n'importe quel médecin vasculaire peut faire, c'est-à-dire mélanger 40 mg, mélanger plutôt la poudre de 20 microgrammes d'alprostadil, c'est-à-dire l'EDEX, tout simplement la partie poudre de l'EDEX, à 40 mg de papavérine. Donc c'est ce qu'Hélène a fait sur une série de 70, je crois qu'il y en a même un peu plus si on ajoute les nôtres. Et sur ces patients-là, un grand nombre ont eu un cavernoscanner
qui a été fait avec la Séritine 2002. Et notre but, c'est de voir qu'il y a un parallélisme suffisant entre les deux pour pouvoir conseiller l'utilisation courante de ce mélange simple à faire. Voilà. Un travail très, très important parce que ça rejoint cette nécessité de standardiser les protocoles d'évaluation et de rendre facile enfin facile, ça reste un métier, et pour diffuser la pratique. Des commentaires? Bon, si vous pouvez avancer. Alors, il y a juste peut-être avant, donc si toutefois vous êtes d'accord, il y a l'étude concernant le diabète dans la... Bien sûr, oui. oui. Donc, qu'on a mentionné tout à l'heure. Oui. C'est aussi un très, très beau travail.